Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui évidemment refusera à tout jamais de se considérer comme un adulte malgré le temps qui passe, le ventre qui pousse et les enfants qui s'accumulent. Ce sera toujours avec des yeux de môme ébahis que nous nous rendrons dans les salles obscures, a fortiori encore plus lorsque nous y allons pour découvrir des œuvres destinées à un public jeune officiellement, surtout lorsqu'il s'agit des suites d'une saga dont les premiers volets, le premier au moins, nous avait enthousiasmé. C'est par exemple le cas de Dragon, dont le 3e épisode est en ce moment sur vos écrans et dont on va causer avec un duo de dresseurs d'animaux gigantesques et féroces. David Honoras, salut David. Salut Thomas. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 173 et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Dragon 3 nous fait donc retrouver Harold et son fidèle compagnon Croque-Mou, respectivement chefs de leur clan et de leur espèce. Vikings et dragons vivent désormais en harmonie, mais cette paix est bien fragile et pour la préserver, le duo va devoir repartir dans les airs vers un monde caché où se planquent de nombreux secrets. There were dragons when I was a boy. Where they went, only a few know. Our story changed the world forever. We did it! The world's first dragon Viking utopia. Your utopia, maybe. Mine's less crowded and more... Oh! Sanitary. Hey, bud, wait up! Au scénario, à la réalisation, on retrouve Dean DeBlois. Je sais pas comment ça se dit d'ailleurs. Dean DeBlois. C'est comme ça que ça se dit. Ok, très bien. Dean DeBlois qui est donc l'auteur des 2 premiers et de Lilo et Stitch, faut-il le préciser. Et au casting vocal côté US, Jay Baruchel, Gérard Butler, America Ferrera et Cate Blanchett, entre autres. Votre avis sur ce Dragon 3, les amis? Perrine, je voyais les larmes qui coulaient en manga. Juste en version manga, juste en entendant les quelques notes de piano du générique. Une tête d'émoji. Une tête d'émoji, tout à fait. Complètement. Mais parce que la trilogie, parce que c'est vraiment ça en fait, c'est tout l'intérêt en fait de Dragon aussi, au-delà d'une histoire qui est plutôt réussie, tout ça on va y venir, mais c'était la volonté de Dean DeBlois de vraiment rester à l'idée de la trilogie. Il le dit lui-même, il s'est inspiré, lui ce qui l'a touché quand il était jeune, c'était Star Wars particulièrement, et il aimait bien l'idée qu'on arrive à clore quelque chose, que chaque épisode ait un sens. Donc il va faire une prélogie après, et puis un épisode ça, 7 qui sera tout pourri, c'est ce qu'on peut craindre. Qui copiera l'épisode 1. D'accord. C'est ce qu'on peut juste craindre. pour savoir. Mais prépare-toi, hein, c'est juste ça. Donc là, c'est un peu son nouvel espoir. Non, mais voilà, il y a l'idée que, en tout cas, chaque épisode a un but, chaque épisode raconte quelque chose, et on clôture. Voilà. Ouais. Et l'idée, c'est pas de traîner quelque chose, une franchise pendant 1000 ans, au risque d'aller jusqu'à l'épuisement du spectateur et le désintérêt simplement du spectateur vis-à-vis de ces personnages. Et déjà, c'était intéressant d'avoir... c'était osé dans les premiers films d'avoir des personnages principaux qui sont techniquement des handicapés, puisqu'on a Harold à qui il manque une jambe, enfin un bout de jambe, et Croque-Mou à qui il manque un bout de queue. Donc c'était déjà partir avec des personnages un petit peu inattendus et qui étaient des gens un peu handicapés physiquement, mais aussi faibles tout simplement au niveau de leur place dans le groupe, etc. Donc, et d'un seul coup de les voir grandir et s'émanciper et prendre de la place. Et là on arrive dans ce 3e épisode où d'un seul coup ça y est, ils ont tous les deux leur statut de chef comme tu l'as dit dans l'intro, et maintenant on est arrivé à un statu quo, tout le monde s'entend bien, tout le monde est uni, mais ça crée aussi des problèmes en fait. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est très beau qu'on ait une belle entente, mais concrètement en termes de place, ça va pas être possible. On a une surpopulation, et comment on peut faire que les deux espèces continuent à cohabiter en bonne intelligence, et est-ce qu'elles doivent continuer à cohabiter? Oui. Et en même temps, le film la trilogie a prévenu dès le début, c'est-à-dire que le tout premier épisode nous disait il y a eu un temps où il y avait des dragons et il n'y en a plus. Donc on se doute bien que si ça doit finir, c'est que les dragons doivent disparaître du monde des humains. Ouais. Donc on arrive dans ce film avec cette idée-là, que de toute façon il faut que ça se termine, et c'est ça qui est un petit peu dur. On essaie de reculer l'échéance pendant tout le film, mais on sait comment ça, plus ou moins ça va se terminer, et en même temps, le film a beaucoup de choses à raconter. C'est presque le seul défaut pour moi que je trouverais à Dragon 3, précisément, c'est que c'est un film très très dense. Il dure qu'1h30 à peu près, parce que ça coûte très très cher de faire de l'animation quand même. Tout à fait. Et donc il a beaucoup de choses à raconter. Il y a comment les deux personnages vont apprendre à se séparer, comment on doit gérer une population, comment on s'impose en tant que leader, comment on devient vraiment un leader, comment on grandit, et surtout, j'ai envie de citer notre ami la Reine
Reine des Neiges, d'un studio concurrent, apprendre à let it go, quoi. Ouais. Juste let it go. Se à un moment libérer donné. et se délivrer. Voilà, se libérer, se délivrer de... C'est marrant parce que j'avais noté ça exactement de la même manière en ayant du mal à trouver l'équivalent français. Ce serait un peu lâcher prise, mais Ouais, c'est ça, effectivement, c'est un film sur le Let It Go. Sur le let it go, exactement, sur le lâcher prise, sur le comment, à un moment donné, on a réussi à créer quelque chose, mais parfois pour arriver à une paix plus générale, à quelque chose, grandir, il faut savoir lâcher du lest et voler de ses propres ailes, littéralement, en tout cas dans le cadre de Dragon. David ? Ouais, et d'ailleurs, je vais revenir là-dessus parce qu'il y a un parallèle évident et une rivalité entre DreamWorks et Pixar qui a rythmé toute leur production depuis plusieurs dizaines d'années. Et pour moi, la saga Dragon est un peu le contre-exemple, le cas où DreamWorks s'en est mieux sorti que Pixar. Oui, parce que c'est pas toujours le cas. Pour moi, c'est jamais autrement le cas. Et en ce sens, sur la question du lâcher prise et du fait que, à un moment, il faut tourner la page, on est un peu en miroir de Toy Story 3. Ouais. Qui brassait les mêmes thématiques. Moi, j'ai un peu le même problème que Perrine là-dessus sur ce troisième épisode, c'est que il y a cette densité qui fait que certains des sujets potentiellement abordés par le film sont laissés de côté et crée à mon sens une vision un petit peu décevante par moment, notamment la question de la surpopulation que je trouve hyper intéressante, qui est présentée visuellement de manière géniale dans une scène au début du film où on découvre l'île de Burke overcrowded de dragons qui sont partout et qui du coup créent des problèmes dans la ville, cassent des trucs et tout ça. Et ce truc, le récit le prend pas trop en charge, quoi. Ça permet de faire une séquence au début, mais le rebondissement et la suite du film vont faire qu'on va pas trop s'en soucier et ça va pas vraiment être une thématique qui va être traitée, alors que je trouve qu'elle était intéressante et surtout qu'elle avait vraiment du sens dans la suite des arcs narratifs qui ont fait la saga, parce que le premier épisode reposait sur cette île qui subissait des raids de dragons et qui essayait de s'en défendre. Le deuxième épisode qui était plus sur le début d'une cohabitation et là on aurait été logiquement sur c'est quoi le problème de vouloir trop bien faire, qu'est-ce qui finit par jusqu'au boutisme de la cohabitation, voilà. Pour revenir sur la rivalité entre DreamWorks et Pixar, donc qui souvent en fait a fait même s'opposer des projets très similaires. Dès le début, avec Fourmise de DreamWorks face à Mille et une pattes de Pixar, il y a eu Gang de requins à peu près au moment du monde de Nemo, et puis d'autres franchises. À tel point que moi j'étais persuadé que c'était les requins de Nemo qui avaient leur gang. Je me souviens. Et puis après, il y a eu les franchises de DreamWorks qui, elles, ont plutôt marché, comme Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda. Moi, j'ai deux grosses réserves sur le travail de DreamWorks. C'est d'une part le design général que je trouve toujours un peu faible en fait, c'est-à-dire qu'on est dans un truc qui reprend une esthétique cartoon mais qui est un peu copié-collé d'un film à l'autre, et qui manque d'inventivité, là où Pixar arrive à créer des univers vraiment extraordinaires et toujours adaptés en fait au sujet qui est traité, et dans des styles graphiques très différents d'un film à l'autre. Et en fait, Dragon arrive en 2010 et en fait, à mon sens, propose vraiment une voie différente, d'abord par un vrai sens du récit, qui est la valeur fondamentale de Pixar, qui est toujours répétée, c'est story first. Là, on a l'impression que la même consigne est prise en charge. Et aussi le film finalement sort 2 ans avant Rebelle, qui est peut-être un des seuls Pixar vraiment foiré, qui est au moment d'un problème avec Disney. Alors Perrine hoche la tête quand je dis vraiment foiré. Moi j'aime beaucoup Rebelle. J'ai dit le plus faible. Non mais il a dit foiré, donc pour moi il est méchant, il est roux. Pour moi on n'est pas loin même justement, je comprends pas d'un problème industriel, parce que il y a eu des problèmes avec la réalisatrice qui était au début en charge du projet. C'était aussi un moment où
d'un point de vue structurel, les relations entre Pixar et Disney étaient un petit peu complexes. Et c'est un film, moi, que je trouve en dessous et qui, mine de rien, s'installe dans un univers visuel un petit peu viking, moyenâgeux, qui semble arriver après le film de DreamWorks, alors que d'habitude c'est plutôt l'inverse. Et ce que je trouve, alors pour moi, au-delà du récit, il y a une idée géniale dans Dragon. Pour moi, c'est la meilleure manière de vendre le film, c'est que les dragons sont animés comme, alors selon sa sensibilité, soit comme des chats, soit comme des chiens. Et c'est ça qui est très fort, c'est que les propriétaires de chats, ils vont reconnaître des chats parce qu'ils ont vraiment des chats. Clairement des chats. Et les propriétaires de chiens vont voir aussi. Alors, Croque-Mou est, à mon avis, celui qui tire le plus vers le chat, mais il a aussi parfois certaines attitudes de chien. Et certains des dragons sont plus vers le chien. Oui. Donc il y a des trucs, et je trouve que c'est vraiment une idée qui est très très forte et qui fonctionne extrêmement bien à l'écran, parce qu'on se retrouve avec des personnages qui ont un design général complètement de dragon, et en même temps qui vont être très attachants parce qu'on va reconnaître quelque chose. Et là où l'idée, moi je trouvais très forte, c'est que on n'y reconnaît pas, comme souvent dans à mon sens la mauvaise animation, des comportements humains, mais des animations qui sont d'autres animaux. Et ça, c'est vraiment la clé de voûte de la réussite de la saga, à mon avis. C'est cette idée d'animation qui est hyper bien rendue et qui fonctionne encore jusque dans l'épisode 3. Pour moi, l'une des autres clés de voûte, en fait, comme tu disais, de la réussite de Dragon, de manière générale, c'est que là où DreamWorks, de manière générale, a tendance à faire des films un petit peu la blague pour la blague, un petit peu, un peu méta aussi, toujours un petit peu, à se servir d'énormément de références extérieures, contemporaines, souvent. Je pense à Shrek notamment, qui se sert beaucoup de références extérieures. Basé excessivement là-dessus. Madagascar aussi, un petit peu, d'une certaine façon. Dragon a l'honnêteté d'être très premier degré et d'aller vraiment dans une émotion, de se laisser aller à l'émotion, et vraiment on sent dans ce dernier épisode particulièrement que Dean DeBlois, c'est quelque chose qui lui a pris 10 ans de sa vie, Dragon, c'est quelque chose auquel il tient, et on le sent d'une certaine façon à la toute dernière séquence du film. Moi, elle m'a un peu arraché le cœur. On sent l'idée de la séparation, en même temps la joie d'avoir fait ça, et la joie et la tristesse de devoir dire au revoir, en fait, à un moment donné. Et ça, je trouve que c'est l'un des rares DreamWorks qui a cette capacité émotionnelle et cette honnêteté émotionnelle qui, pour moi, en fait une totale réussite, en fait. C'est-à-dire qu'on se moque pas des gens. Vous avez le droit de ressentir, vous avez le droit de pleurer, vous, grands enfants, n'hésitez pas. Et d'aborder des sujets qui sont pas évidents. Pixar le fait très bien, c'est pas la question. Beaucoup de films d'animation le font très bien. Mais encore une fois, chez DreamWorks, d'aborder des sujets assez difficiles comme la perte, comme le deuil, le décès. Enfin, il y a des choses qui sont la mort. Oui, voilà. La meuf qui prend des contours, qui tourne tout autour du qui terme. Veut juste pas le dire. Non, mais voilà, prendre des termes comme ça, et puis la disparition, même plus que la mort. Enfin, je dirais que c'est la disparition qui est vraiment quelque chose, et de devoir faire le deuil de quelque chose qu'on ne verra plus, littéralement, qu'on ne va plus voir, qui sera peut-être là mais qu'on ne va plus voir. Et je trouve qu'il y a une forme de magie et d'émotion, je l'ai déjà dit, mais en tout cas qui pour moi traverse la saga et en fait pour moi une grande saga de cinéma d'une part, mais d'animation d'autre part. C'est un film effectivement qui a totalement confiance en son univers, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de s'appuyer sur autre chose. Et alors, ce qui est intéressant justement dans cet épisode 3, c'est la figure du méchant, qui pour moi, il a la tête de Gérard Darmon. Ils auraient totalement dû le caster pour la VF. C'est assez impressionnant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'arc du méchant, c'est de dire, en fait, de prendre à rebours ce qui était le sujet de l'épisode 1. Le sujet de l'épisode 1, c'était de convaincre tout le monde que les dragons n'étaient pas des dangers, mais au contraire, qu'ils pouvaient être les amis de la population. Et lui, ce personnage, est persuadé que les dragons sont à éliminer. Et du coup,
c'est justement sur la construction de tout ce qui a précédé que on peut pas être d'accord avec lui. Que ça fait de lui une figure de méchant. Et ça, c'est très intéressant parce que ça repose du coup sur tout ce qui a été établi. De la même manière, Perrine parlait tout à l'heure du fait que c'est aussi un film qui parle du handicap. Ça, c'est un truc qui aussi est construit au fur et à mesure de la saga, parce que autant Croque-Mou et Harold. Non, alors Croque-Mou lui est blessé depuis le début. Oui. Harold lui perd sa jambe à la fin du premier film. Et du coup, c'est dans le deuxième épisode qu'il y a vraiment cette thématique qui est traitée et qui en plus s'appuie sur le handicap comme une manière de rassembler les deux personnages, parce qu'ils ont ce truc en commun. Et ce qui est très marrant, c'est que en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans l'épisode 3, c'est à la fois ce qui les rassemble et c'est ce sur quoi il va falloir travailler pour donner l'autonomie à Croque-Mou. Et en fait, lui dire en fait, t'as pu jusque-là voler grâce à moi, grâce à l'aileron, ou je sais pas, le petit bout de queue que je t'ai fabriqué, mais il y aurait aussi une possibilité à ce que tu t'émancipes, et je vais te donner les moyens de cette émancipation. Et du coup, il y a un surdiscours sur ce qui avait déjà été développé autour du handicap dans le deuxième épisode, qui est hyper intéressant et qui, encore une fois, repose sur tout ce qui a été mis en place. Pour terminer, on va faire comme toujours un petit tour de recommandations dans l'univers de votre choix, les amis. Pas forcément de l'animation, parce que vous savez, c'est un espace de liberté. Vous êtes libre. Perrine Kenson, vous êtes toujours avec nous? Non, vous n'êtes pas prête? Ok, David de Nora. Moi, je vais partir, j'ai réfléchi un petit peu, mais je vais partir sur une reco full nostalgique. Full frontal nostalgique. Qui va me renvoyer en enfance. Le film, c'était... Apocalypse Now. Mais ouais. Mais oui, voilà. Je me souviens quand j'ai vu... quand j'avais 4 ans. Quand j'ai vu Shoah à 12 ans. Bon, bref. Non, en fait, j'avais 9 ans et j'allais voir Cœur de Dragon en 96. Oui. Dans mon souvenir, c'est le premier film que j'ai été voir tout seul, sans parents, au cinéma. J'étais allé avec mon copain Sylvain Grosjean à l'époque. Et tu nous entends? Et pourquoi vous parlez tous de vos copains dans cette émission? C'est un peu un travail psychologique. J'ai l'impression d'être votre psychiatre. Je me souviens que on m'avait offert une BD de Lucky Luke ce jour-là. Alors, je ne sais plus si c'était mon anniversaire. Enfin, je pense qu'à l'époque, c'était le plus beau jour de ma vie. So far. J'allais voir Cœur de Dragon. J'étais comme un dingue au cinéma Les Élysées à Bron. Formidable. Et puis voilà, ce film. Quel beau souvenir. Ce film qui m'a laissé un souvenir totalement impérissable. Je pourrais complètement, non, je m'en rappelle pas. Mais et pourtant, je l'ai revu en VHS après. On est dans une ère totalement Seigneur des Anneaux. Oui. Hein, mais c'est de l'heroic fantasy comme on savait faire dans les années 90. Avec Dennis Quaid. C'est quand même beaucoup mieux. Il y a eu un film Donjons et Dragons. Tout à fait. Avec je ne sais plus qui. Mais qui faisait Jimmy dans Louis et Clark. Ouais, et avec un grand acteur, et j'ai complètement zappé son nom. John Malkovich dedans. Jeremy Irons. Jeremy Irons, je les confonds. Qui s'est gravement fourvoyé dans cette affaire. Il faut bien payer les impôts. Et donc, des fois. Cœur de Dragon, ça tient plutôt la route. Donc voilà, vous pouvez y aller en pensant à moi. 9 ans, roux comme les blés. Et avec Sylvain... avec Sylvain Grosjean et ma BD de Lucky Luke sur les genoux. Magnifique. Superbe. Perrine Kenson. Je profite pour revenir en enfance aussi avec le film. Je pense à Willow. En fait, pour le coup, moi, Willow, c'était le meilleur film de tous les temps de ma life jusqu'à ce que j'ai 7 ans, à peu près, 7-8 ans. Est-ce que tu vois un deuxième film? Et moi, j'adorais Willow. Et pareil, je trouve que c'est un film qui tient sur un univers qu'il s'est créé et qui fonctionne très très bien sur lui-même. Il y a un vrai... c'est un film monde que j'aime beaucoup. Et justement, comme le personnage de Harold, le personnage de Willow, en fait, ce nain qui est le personnage central, les deux personnages ne font pas... c'est pas une ode à la force physique, c'est une ode à l'intelligence. Et ces deux personnages, en fait, qui vont réussir et vont progresser au sein de leur histoire par leur réflexion, leur capacité à inventer, leur capacité à être empathique avec les autres. Il y a beaucoup de similitudes, en vrai, entre les deux films. Je pense, là, il y a les jumeaux dans Dragon, les deux jumeaux, tête dure, je sais pas quoi, à la fin, qui sont complètement cons. Et dans Willow, on avait les Hurlu et Berlu, les espèces de mini-nains, là, encore plus petits, là, je sais pas comment on appelle ça, là, les Lilliputiens.
chien. Voilà, c'est totalement insensitive comme remarque. Minine. Mais non, c'était vraiment tout petit. C'est quelque chose qui n'existe pas. De petite taille. Une petite personne. Non, ça n'existe pas. Ils font la taille d'un bras. Enfin, je sais pas, ils sont vraiment tout petits. Et donc, mais les FX. Mais voilà, mais en fait, Willow, moi, et mine de rien, le film a des défauts. C'est la première fois qu'on utilise vraiment le morphing au cinéma, donc quand même, faut le voir. C'est très très beau. Vous êtes tous des porcs. Enfin, là, ils se transforment comme ça. Et mais c'est pour moi, elle fait aussi les imitations. Oui. Ça reste un film, un des meilleurs films de Ron Howard et sûrement un grand film de fantasy que je recommande à toute personne de moins de 10 ans. Très bien, même si moi ça me faisait très peur quand j'étais petit. Oui, ça foutait les jetons la première partie. Moins de 10 ans, ça foutait quand même un peu les boules. Et puis il y a Val Kilmer aussi. Il y avait Val on ne le dit Kilmer, pas assez. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Quentin La Technique, Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.